Hi, I'm Jo Walton. I'm Welsh, but I live in Montreal. I write science fiction and fantasy. Almost all of my books have something to do with time or history and possibilities of time. But I'm overwhelmed to be on this panel with such wonderful scientific experts. Bonjour, je m'appelle Jo Walton, je suis galloise mais je vis à Montréal. Je suis écrivain de SF et de fantasy. C'est nous okay. Est-ce que ça enregistre? Oui, c'est bon, tout va bien. Faut pas dire bêtises. Je suis écrivain de SF et de fantasy et presque tous mes livres parlent dans une certaine mesure de temps, des possibilités temporelles, d'histoire, car c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je suis une écrivaine spécialiste en temps. Et je suis ravi et assez impressionné d'avoir des scientifiques aussi reconnus à nos côtés. Bonjour, je m'appelle Gilles Adam, j'étais du moins jusqu'à ma retraite. C'est toi qui es modeste. Astronome, astrophysicien comme on dit parfois, à l'Observatoire de Lyon. En fait, apparemment, c'est Jérôme qui la modère. C'est ça, vous avez commencé sans moi, sans modérateur. Mais tu sais qu'il n'y avait pas de nom, alors c'est bon. Écoute, on va te laisser reprendre la main. On recommence. Alors, on recommence. Pas, je vais... Non, allez-y, je vais lancer l'autre conférence, puis j'arrive. À tout de suite. Ok, présentez-vous. Vas-y, continue, c'est fait. A time paradox. Ok, vas-y, pas de soin. Je m'appelle Marc Lachaiseray, je suis physicien théoricien, donc anciennement astrophysicien, mais j'ai un peu dérivé vers la physique théorique et depuis 30-40 ans, je travaille sur le temps, précisément. Donc, dont la théorie de la relativité nous dit qu'il a disparu dans un sens que peut-être j'expliquerai tout à l'heure, si on parle de ces voyages temporels. Donc, on continue. On va attendre Jérôme. On attend le modérateur. On va attendre notre modérateur. Donc finalement, c'est quelque chose qui est une hypothèse, on peut dire, très très forte. Donc l'existence du temps tel que nous en avons l'habitude, je pense que c'est important de se rendre compte que c'est pas du tout anodin, que c'est quelque chose qui a beaucoup d'implications et qui est, encore une fois, une prise de position extrêmement forte. Et pour anticiper un peu, ce qu'on a appris au XXe siècle, c'est que cette hypothèse, justement, ne tient pas. Et évidemment, c'est toujours assez choquant, assez surprenant de dire que le temps n'existe pas. Mais si on se rend compte que l'existence du temps est une hypothèse, finalement, pas entièrement nécessaire du point de vue logique et qui a un côté elle-même assez surprenant, bien qu'on y soit habitué, bien peut-être ça va paraître un petit peu moins choquant de parler de la disparition du temps. Donc notre modérateur s'est refait la malle. But we experience time. But are you saying that that our experience of time is entirely human and not actually part of physics? Yes, that's the point. And, Donc, nous, en tant qu'hommes, on fait l'expérience du temps. Donc, le temps, pour moi, est une donnée totalement humaine et elle n'est peut-être pas si liée que ça à la physique. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait le point. Et ce que j'ajouterais, c'est que notre expérience du temps, c'est plutôt une expérience de la durée. Et les mesures qu'on appelle les mesures de temps, ne serait-ce que regarder sa montre, quand on les analyse, on s'aperçoit que ce sont plutôt toujours des mesures de durée. Donc il y a une notion de durée qui est, je dirais, primordiale par rapport à la notion de temps. Et le temps, c'est une sorte de reconstruction que l'on fait à partir des durées. Je vous crois. Ouais. Donc la séance va commencer. Alors, ouais, il y avait un petit peu de flou, donc du coup j'ai rattrapé le dernier auteur, puis tout le monde a commencé, donc c'est bien aussi. Donc Gilles Adam, Marc, Jo Walton, et tout le monde s'est présenté.
Mathieu, tu t'es présenté ou pas? Donc, Je m'appelle Mathieu Rivero. voilà, Mathieu Rivero, traducteur et auteur d'un livre qui s'appelle Or et Nuit. Ouais. Et puis nous avons Léo Henry aussi qui vient d'arriver et qui va peut-être pouvoir se présenter lui aussi, comme tout le monde. Bonjour, pardon pour le retard. Je suis écrivain. Oui, donc, pardon, et c'est à ce titre-là que je pense parler ce soir. Des titres. De quoi? Des titres. Ah, des titres que j'ai, des livres que j'ai Ouais. écrits, Rouge-Gueule de bois, Le casse du continuum, des livres qui se passent à Stalingrad, voilà. Voilà. Et Philippe Kedis Goes to Hollywood, qui vient de sortir. Et l'une des caractéristiques de Léo, c'est justement de travailler beaucoup sur l'Uchronie. Et avec notamment des uchronies sur des personnages littéraires. Il fait aussi de l'Uchronie littéraire. Donc si vous voulez des uchronies sur le capitaine Haddock, par exemple, c'est chez Léo Henry qu'il faut aller voir ça. Peut-être, alors, du coup, le temps d'aller chercher Léo Henry, je ne sais pas trop où vous en étiez dans cette discussion. Je vais peut-être déjà commencer avec nos deux astrophysiciens sur qu'est-ce que le temps. Question. J'ai une réponse. Ah ben voilà. Question vaste, mais qui va pouvoir nous permettre de raccrocher après. Je plaisante, mais c'est pour démarrer. Le spécialiste ici, c'est Marc qui vient de sortir un livre sur le sujet, donc il n'y a pas de problème. Simplement, quand j'ai commencé mes études à l'université, à Lyon, j'avais un professeur d'astronomie qui, le premier jour, est arrivé, les mains dans les poches, nous a regardé en face et a dit « Le temps, c'est la variable indépendante dans les équations de la mécanique céleste. » Fini, circule. Donc le temps, voilà, on peut le définir comme ça simplement, pas bêtement, mais enfin, c'est un objet strictement utilitaire, c'est un petit t dans des équations, c'est tout et rien d'autre, et on ne se pose pas de questions sur ce qu'il y a derrière. Donc nous sommes là ce soir pour nous poser des questions un peu plus profondes que ça quand même, effectivement. Hier, je lisais sur Wikipédia que le temps était une variable spécifiquement humaine pour expliquer les changements du monde. Est-ce que ça vous correspond, ça? Pardon. Je suis assez d'accord. Dans la mesure où, précisément, donc ce que disait Gilles, c'est tout à fait pertinent parce que la physique newtonienne, finalement, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, se base sur la notion de temps, sans trop l'expliquer, sans trop le justifier. Et finalement, le temps intervient comme quelque chose, un paramètre, on dit en physique, qui permet de repérer les évolutions, les changements, etc. Donc on le met dans les équations, on l'écrit petit t, et on ne se pose pas trop de questions. Sauf qu'au XXe siècle, on s'est aperçu, en fait c'est Albert Einstein qui s'est aperçu le premier, qu'on ne pouvait pas décrire certains phénomènes de cette manière-là, et que donc il fallait trouver une autre vision du monde, finalement, et ça aboutit aux théories de la relativité, que je présente souvent, si on veut les résumer en une phrase, c'est la théorie de la disparition du temps et de son remplacement par quelque chose d'un peu plus compliqué qui s'appelle l'espace-temps. Et du coup, dans cet espace-temps, la notion de temps, elle n'existe pas vraiment du point de vue de la physique. Et ce qui existe, ce sont des durées. Et ce n'est pas la même chose, il y a une nuance entre les deux que peut-être on expliquera tout à l'heure ou pas, peu importe. Et du coup, ce qu'on appelle le temps, je le qualifierais comme une sorte de reconstruction que nous faisons, effectivement, à partir des durées qui se mesurent, qui se ressentent, mais que nous faisons chacun pour notre compte personnel. Ce qui veut dire que si je veux vraiment utiliser le concept de temps, comme je le fais sans arrêt dans la vie courante, comme chacun de vous, et qu'on peut même faire d'une manière commune, eh bien, s'il y avait un martien qui voulait utiliser le concept de temps, ça ne coïnciderait pas. Ça ne serait pas la même chose. Et déjà, un cosmonaute qui voudrait utiliser, même un cosmonaute terrien, qui voudrait utiliser le concept de temps, ça ne marcherait pas. On n'arriverait pas à recoller, on n'arriverait pas à synchroniser, on n'arriverait pas à avoir des horloges qui marquent ce même temps, et ça se concrétise dès aujourd'hui, de manière tout à fait réelle, avec un système comme le GPS. Par exemple, il est absolument impossible d'analyser ce qui se passe dans un système comme le GPS en supposant qu'il y a un temps qui s'écoule sur la Terre et dans le satellite GPS et qui serait le temps de la manière dont on a l'habitude de le voir. Si on essaye d'analyser l'expérience comme ça ne marche pas du tout. On a des repérages qui vont dériver de plusieurs dizaines de mètres à l'heure et ce n'est pas du tout fonctionnel.
Donc, ça veut bien dire que cette notion de temps, qu'on a considérée pendant des siècles comme un absolu, quelque chose qui existe vraiment dans la physique, dans l'univers, maintenant on est obligé de le considérer comme une reconstruction que chacun fait à titre personnel, à partir de notions objectives qui sont les durées. Mais ce dont s'est aperçu Einstein, c'est qu'il n'y a pas moyen de recoller toutes ces durées entre elles pour faire une notion de temps qui serait objective, qui serait commune à tout le monde, et que du coup, chacun va avoir une notion de temps. C'est pour ça qu'en physique moderne, on ne parle plus de temps, on parle de temps propre. Mais chacun a son temps propre. Et dans des circonstances, lorsqu'on veut une précision un petit peu importante dans les expériences, il n'y a plus de moyen de raccorder ces temps propres et de dire que ça fait un temps dans le sens du temps universel comme il y avait chez Newton, ou du temps qui correspond à notre intuition qui serait censé régner, s'écouler dans tout l'univers. Autrement dit, il n'y a pas un temps qui s'écoule dans l'univers. Oh, voilà. Ouais, je dis bien, C'est pas pratique nos histoires de micro. On est déjà un petit peu dans le vif du sujet, on va aller un petit peu plus loin parce qu'on parle de paradoxe temporel sur cette table ronde. Qui dit paradoxe temporel parle de voyage dans le temps. Et je voulais poser la question à Joe Welton avec son roman qu'on n'a pas encore pu lire en français qui s'appelle Just the City. C'est ça, hein, La Cité des Justes. La Cité des Justes, exactement. Où des gens réinventent la République de Platon à partir d'un voyage dans le temps. Peut-être qu'elle nous explique comment est-ce qu'elle a utilisé ce voyage dans le temps et comment est-ce qu'elle l'a imaginé. Okay. When I hear something like that, and you're saying that time is entirely subjective, then what I immediately think is, well, what would it feel like if that was really true? I don't care whether it is true or not. I'm not a scientist, I'm a writer. But I think, what would it feel like emotionally if time really was subjective? If your time in France was literally different from my time in Canada, what would that be like? And when I was writing the Thessaly books, I have gods. They're the Greek gods. They're the Homeric gods, and they live outside our time, and they can step into our time. And so they go in and out of time. So what would that actually be like? What would the emotional experience, what would the personal experience of that be like? Well, they have their own subjective personal time. They did things in their own past, but that might be in our future, but it's part of their past. And they might go and do something. So Apollo at one point mentions that he went to a concert on Mars. That's in our future, yeah. But he spends most of his time in our past, in classical Greece, for what he says are aesthetic reasons. So what's that like for him? It's very interesting. And that's his normal experience of time, is that it's something you can step into and do something and step out. And you have the paradox issue where it's possible for him to meet somebody who he met from that person's point of view. They met him before, so it's the second time they're meeting him. But to him, it's the first time that he's meeting them because he's moved about in time, which is, again, it's a very interesting thing to play with. Okay. Non, ça va. Quand j'entends que le temps n'existe pas, qu'il est subjectif, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça fait. Alors, qu'est-ce que ça fait que le temps existe ou n'existe pas, pour moi, c'est pas très grave. Je suis un écrivain, je suis pas un scientifique. Et du coup, pour moi, ce qui m'intéresse en tant qu'écrivain, c'est les émotions. Qu'est-ce qu'un personnage, qu'est-ce qu'un être humain ressent quand le temps est subjectif. Et du coup, est-ce que mon temps en France et le temps au Canada sont différents? Peut-être. Dans mon roman La Cité des Justes et dans ses suites, il y a des dieux
les dieux homériques, les dieux grecs, qui sont hors du temps, et ils peuvent rentrer dans le temps, et du coup rentrer à différents points du temps. Et je me suis demandé, et j'explore les possibilités émotionnelles. Qu'est-ce que ça fait? Quelle expérience on a de l'existence quand on peut sortir et rentrer dans le temps? Et par exemple, mes dieux peuvent dans leur passé avoir été dans notre futur. Et du coup, par exemple, Apollon a été voir un concert sur Mars, c'est notre futur. Mais par contre, il va préférer rester la plupart du temps sur Terre, dans la Grèce antique, pour des raisons esthétiques. Donc son temps, cette expérience du temps qu'il a, cette expérience particulière, fait qu'on peut avoir des paradoxes, puisque finalement, lui va pouvoir rencontrer des gens pour la deuxième fois, sauf que pour les gens qu'il va rencontrer, ce sera la première fois. Est-ce que la physique dit quelque chose sur ces voyages dans le temps, justement? Quel regard? Je ne peux pas répondre en présence de Marc qui vient d'écrire un livre là-dessus. D'abord, une petite remarque à propos de ce qui vient d'être dit, c'est que si je pense à un personnage qui n'est pas un dieu, peut-être pour vous c'est un dieu, mais c'est un humain. Prenons par exemple Victor Hugo, un écrivain que j'aime beaucoup. Et si je pense à Victor Hugo, si je pense à la vie de Victor Hugo, je ne pense pas forcément à un instant particulier de sa vie. Je ne pense pas à Victor Hugo à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans. Je pense à Victor Hugo, la vie de Victor Hugo, qui est quelque chose qui a une durée. Mais en revanche, lui, Victor Hugo, a vécu sa vie instant par instant. C'est-à-dire qu'il a découvert sa vie petit à petit, alors que moi, je pense à sa vie globalement. Et ça correspond à deux visions que l'on peut avoir de notre propre existence. C'est-à-dire que moi, je vis ma vie d'instant en instant. Je me rappelle du passé, mais je ne me rappelle pas du futur. Je suis dans le présent. Mais en même temps, je peux concevoir que mon existence, c'est quelque chose qui se déroule de ma naissance jusqu'à ma mort, et je peux y penser globalement d'une manière que je peux qualifier finalement d'éternelle, parce que ma vie sera toujours ma vie, même si je ne suis pas en train de la vivre. La vie de Victor Hugo, c'est quelque chose qui est une sorte d'existence éternelle. On en parlera toujours dans les livres, dans les films, dans les réunions. Mais lui, il a vécu instant par instant. Alors, quant à la question des voyages sur le temps, effectivement, je me suis beaucoup penché sur cette question. Et il y a une première chose qui est très importante, c'est que, en dehors de toute théorie comme la relativité ou pas, quand on réfléchit à ce qu'on veut dire par voyage dans le temps, c'est-à-dire le voyage dans le temps tel qu'on en parle dans les films de science-fiction, dans les livres de science-fiction, c'est jamais très bien défini. Moi, j'ai lu beaucoup de science-fiction quand j'étais très jeune, et j'ai toujours été un peu insatisfait parce qu'on parlait de voyage dans le temps, mais on ne racontait pas vraiment tous les détails. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui m'a motivé pour travailler dessus après. Mais en tout cas, quand on travaille dessus de manière logique, on essaye d'analyser, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce que l'on appelle voyage dans le temps, qui donc est une assez mauvaise appellation, ne peut exister que si le temps n'existe pas. Bon, ça, c'est une sorte de théorème de logique qui est indépendant de la relativité ou de n'importe quelle théorie. Mais justement, ce que nous dit la relativité, c'est que le temps n'existe pas, donc ça laisse ouvert la possibilité. Alors maintenant, est-ce que le voyage dans le temps peut exister dans l'univers? C'est une question, une fois qu'on a défini ce voyage dans le temps et qu'on a compris que le temps, au sens habituel, n'existe pas, c'est une question qui est légitime et qu'on peut se poser. Et donc, qui est un peu le sujet de mon livre. Et on s'aperçoit d'une première chose, c'est qu'il y a deux notions qui sont très différentes, qui est le voyage dans le temps dans le futur et le voyage dans le temps vers le passé. Et la réponse n'est pas du tout la même pour les deux questions. Et pour aller assez rapidement, la question du voyage dans le futur, c'est tout à fait possible, c'est quelque chose de très banal, de très facile à réaliser, sauf technologiquement. C'est-à-dire la seule chose qui nous manque, c'est des moteurs assez puissants. Mais si vous avez un moteur fusée assez puissant, il est tout à fait possible que vous partiez en voyage et vous allez vous retrouver, après avoir vécu une durée de 10 ans, en l'an 3000 sur Terre. C'est quelque chose qui est absolument, qui est complètement conforme aux lois de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle habituellement voyage dans le futur. En revanche, le voyage dans le passé, c'est beaucoup plus subtil. Et ce que nous dit la physique d'aujourd'hui, c'est que, a priori... Alors d'abord, il faut arriver à le décrire. C'est pas si évident de décrire ce que pourrait être un voyage dans le passé, mais on peut très bien le faire dans le cadre de la relativité. Et ce que nous dit la physique d'aujourd'hui, c'est qu'a priori,
il n'y a rien qui nous dise que le voyage dans le passé est impossible. Mais il n'y a rien non plus qui nous dise que c'est effectivement possible. Donc la situation actuelle, c'est qu'on a une théorie qui nous dit, a priori, ça n'est pas contradictoire d'envisager le voyage dans le passé, et face à cette situation, on rencontre chez les physiciens des attitudes différentes. Il y en a qui disent, non, mais c'est tellement paradoxal qu'il faut rajouter à la théorie une sorte de loi nouvelle qui dise, le voyage dans le temps n'est pas possible. C'est par exemple la position de Stephen Hawking, qui a émis ce qu'il appelle la conjecture, je ne sais plus exactement le titre, la conjecture de voyage temporel ou quelque chose comme ça, qui dit le voyage dans le temps est impossible, et j'énonce ceci comme une nouvelle loi de la physique. Et à l'opposé, il y a d'autres physiciens qui disent, puisque rien ne l'interdit, essayons d'imaginer que c'est possible, qu'est-ce que ça pourrait être, quelles en sont les conséquences. Et évidemment, si on essaye de faire ça, et le premier qui a donné des situations concrètes où ça pourrait se produire, c'est un logicien qui s'appelle Kurt Gödel, qui était un ami d'Einstein en 1935, et qui a montré des solutions de la théorie de la relativité où, effectivement, il y a du voyage dans le temps. Et on ne peut pas soupçonner que ça a heurté la logique, puisque Kurt Gödel est considéré comme un des plus grands logiciens de tous les temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il y avait un voyage dans le temps? Alors, je vais être bref quand même, mais ça veut dire que si moi, je subis un tel voyage dans le temps, je peux me retrouver dans une situation où, à l'âge de 40 ans, je suis assis à côté de moi-même, une autre version de moi-même, à l'âge de 20 ans. Et donc, je peux faire passer à ma version 20 ans un petit papier, un petit message, où je lui raconte tout ce qui m'est arrivé pendant les 20 dernières années, ce qui veut dire que de son point de vue, il reçoit le message où est écrit tout ce qui va lui arriver pendant les 20 prochaines années. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a ou non la possibilité de changer? C'est-à-dire, il voit écrit sur le papier, je sais pas, dans un an tu vas te marier, il devait dire, non, je ne vais pas me marier. Est-ce qu'il a la possibilité de changer ce futur? Et il se trouve que, alors ça c'est paradoxal, mais ça a un sens tout à fait précis dans le cadre de la relativité. Si une chose comme ça se produit, ça veut dire que je suis dans le présent bien sûr, mais je suis aussi dans mon futur et je suis aussi dans mon passé. C'est quelque chose qui est tout à fait paradoxal, mais qui en fait ne l'est pas, c'est tout à fait envisageable, sans heurter la logique et sans que ça entraîne des paradoxes insurmontables, sauf des paradoxes qui vont être liés par exemple à mon libre arbitre. C'est-à-dire, je résume et je termine, ce que nous dit la physique, c'est que si je suis dans une situation comme ça, mon passé c'est en même temps mon futur, et je n'ai pas le droit de changer le passé, donc je n'ai pas le droit de changer le futur, et il doit y avoir des lois de la physique qui, par exemple, vont m'empêcher de ne pas me marier, qui vont me forcer à me marier. Quelles sont ces lois, on ne le sait pas, mais on sait que si le voyage dans le temps est possible, ces lois existent, et c'est ce qu'on appelle le principe de cohérence. Bon, je m'arrête là parce que ça pourrait être très long. Oui, on peut signaler, mais on a besoin de ça. On peut juste signaler qu'il y a beaucoup de physiciens qui disent si le voyage dans le passé était possible, d'une façon ou d'une autre, nous serions envahis par des visiteurs venus du futur. Bien entendu, parce que le futur est quand même en principe illimité. Donc la probabilité pour que quelqu'un du futur vienne nous voir est égale à 1, sans problème. Donc on verrait plein de voyageurs du futur ici. On n'en voit aucun. Donc le voyage dans le temps est impossible. J'ai beaucoup schématisé, mais un voyage dans le passé, pardon, est impossible. Donc c'est une situation, une position qu'on entend souvent aussi dans ce genre de discussion. Évidemment. Stealth. C'est ce que j'allais dire. Ou alors vous ne les voyez pas en fait. S'il y en a dans la salle qui se dévoilent. C'est ça. Vous vouliez réagir? I want to say I've written a short story which is directly about that paradox. It's called Cassoulet. It starts off, Pierre invented time travel on Tuesday, or so he told himself when he turned up on Monday. And he keeps inventing time travel and going into the past and telling himself to stop making cassoulet. And then he never actually invents, he makes the cassoulet, but he never invents the time travel.
And then he starts to make cassoulet every day so that this problem won't arise. And then he shows up and tells himself that he met a girl, so he's got to clean up the apartment so that when he brings her back it'll be clean. And he cleans up the apartment, but he doesn't meet the girl because he doesn't go out. He's cleaning the apartment. So he keeps short-circuiting his invention of time travel. Just exactly that paradox. Donc j'ai constamment ce paradoxe-là. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Cassoulet. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui a inventé le voyage dans le temps et qui essaye de l'inventer le jour d'avant. Et du coup, il lui arrive beaucoup de choses à ce propos, c'est-à-dire qu'il rencontre une fille et puis il se dit « Ah mince, il faudrait que je remonte le temps et que je nettoie mon appartement ». Du coup, il remonte le temps, il nettoie son appartement, mais comme il ne sort pas, il ne rencontre pas cette fille. Donc il continue pendant la nouvelle de court-circuiter son propre avenir. Ça donne envie. Allez-y, puis encore. Non, parce qu'il y a un autre paradoxe qui est un peu dans le même genre, c'est... Je dois écrire un livre sur les voyages dans le temps. Bon, je suis un peu flemmard, donc j'ai pas envie d'écrire. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans le futur. Je trouve mon livre en vente dans une librairie, je l'achète, et puis je reviens dans le passé, je le recopie, et je le donne à l'éditeur qui va le publier. Donc, qui est l'auteur du livre à ce moment-là? Puisque personne n'a écrit ce livre. Bon, voilà un autre paradoxe. Mais il y a des réponses à tous ces paradoxes, bien sûr, comme à la sentence que tu énonçais tout à l'heure. Je ne sais pas, on va peut-être pas tout discuter, puis je vais aussi donner la parole à mon voisin. Vas-y, on peut... Non, mais vas-y. Bon, pourquoi est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de visiteur du futur? Alors, vas-y. Non, ce sera très bref. En général, à partir du moment où on dit par exemple qu'il n'y a pas de visiteur du futur ici, à partir du moment où on est obligé, pour sauver des apparences, de dire oui, mais ils ont une technologie particulière qui leur permet de se cacher. Ça, c'est le genre de choses que la physique n'aime pas. On rajoute des couches à la théorie pour qu'elle finisse par coïncider avec les événements. Donc, il y a une règle de simplicité en physique qui, en général, est très fructueuse. On essaye de ne pas compliquer, de ne pas rajouter des boutons qu'on peut tourner pour ajuster les choses pour que la théorie marche. Il vaut mieux qu'elle marche comme ça directement. Donc c'est pour ça que les gens qui pensent que la non-visibilité des visiteurs du futur prouve vraiment qu'ils ne sont pas là. Et bien sûr, on peut imaginer qu'ils ont des combinaisons d'invisibilité ou je ne sais quoi. Hein. Bien sûr. Oui, sinon... Don't you see them on the metro? Vous les voyez pas dans le métro tous les jours? And you see them on the metro, they got their clothes out of the box marked 1950 to 2050. Their shoes are a little bit wrong and their hairstyle is a little bit old-fashioned. And they've got a jacket has a zip that's a colour that a zip wouldn't be. But you can see these people, and they're very well put together, but they're not quite right. They're totally time travelers. You look on the metro. Okay, si on regarde dans le métro, on va trouver des voyageurs dans le temps. Ils sont habillés comme dans les années 50 ou les années 20. Ils ont des coupes bizarres et qui ne sont pas ordinaires. Ils ont même des fermetures éclairs de couleurs bizarres qui ne correspondent pas à des couleurs de fermeture éclair. Donc si, moi je vous assure, j'en croise. Je crois même que j'en ai vu tout à l'heure là-bas. Mais là, on parle du voyage dans le temps d'un être humain. On peut imaginer, c'est un petit peu moins choquant, le voyage dans le temps d'une particule, par exemple. Imaginez un atome, ou même une particule élémentaire, qui voyage dans le temps, et qui revient, qui décrit complètement une boucle fermée, indéfiniment. Et dans ce cas-là, on peut, encore une fois, ça n'a absolument rien de contraire avec les lois de la physique. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que si j'observe un proton qui décrit une boucle temporelle fermée comme ça, j'ai aucun moyen de m'en apercevoir. Il aura l'air tout à fait normal. Et si j'observe un atome, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand j'observe un atome? Ça veut dire que cet atome va émettre un peu de lumière, va émettre un photon qui va m'arriver, qui va arriver sur mon œil ou sur mon détecteur, et je vais le détecter, c'est ça une observation. Et donc moi, si cet atome décrit une boucle fermée, il va envoyer ce photon, et donc je vais recevoir ce photon, je vais voir cet atome une fois. L'événement
observation de l'atome, pour moi, il se produit une seule fois. En revanche, l'atome, lui, il parcourt une boucle fermée, ce qui veut dire qu'il va revivre cet événement une deuxième fois, puis une troisième fois. Il va vivre cet événement une infinité de fois. Donc le même événement, d'une certaine manière, de mon point de vue, il n'est arrivé qu'une seule fois, du point de vue de l'atome, il est arrivé une infinité de fois. Encore un côté paradoxal, mais encore une fois, non seulement ceci est tout à fait possible, ne viole absolument aucun pan de la logique ou de nos théories physiques, mais il y a aujourd'hui des gens qui font des théories qui sont basées sur l'idée que la plupart des particules élémentaires, sinon toutes, décrivent comme ça des courbes fermées dans le temps, et que finalement, au lieu d'imaginer qu'une particule, c'est quelque chose qui vit une ligne de temps du début jusqu'à la fin, comme on le fait nous, c'est finalement, il y a des particules qui vivent des lignes de temps fermées, et qui éventuellement peuvent faire une sorte d'univers qui est construit comme un tissu avec des mailles qui s'emboîtent les unes dans les autres, sauf que toutes ces mailles sont des mailles spatio-temporelles, sont ce qu'on appelle en physique des courbes temporelles fermées. Bon, c'est un peu, non pas de la science-fiction, mais de la fiction scientifique, mais j'en parle pas tellement pour l'intérêt de ces choses-là, mais pour dire que quand même, ces notions n'entraînent pas du tout d'entorse à la logique et de paradoxes insurmontables. Hop là. Alors vous l'avez compris, on fait pas mal de ponts entre littérature et physique. Et on a la chance d'avoir à notre table un auteur qui n'utilise surtout pas de voyage dans le temps, c'est Léo, mais qui travaille beaucoup sur l'Uchronie. Peut-être ta notion est pourquoi pas de voyage dans le temps et plutôt l'Uchronie. Alors je suis désolé, je vais tirer cette rencontre vers encore autre chose. Et ce qui prouve quand même que le paradoxe temporel est un sujet assez riche. En fait, moi j'ai une obsession dont j'essaie de me défaire, mais en même temps c'est constitutif de ce que je fais, c'est que j'ai tendance à considérer qu'une partie des choses que font les livres, c'est de parler des livres eux-mêmes. Et donc du coup, sur ce qu'est le paradoxe temporel, enfin pour moi le paradoxe temporel, très clairement, c'est une question narrative, c'est une question littéraire, beaucoup moins qu'une question scientifique. Enfin, scientifiquement, ça pose beaucoup plus de problèmes que dans la façon qu'on a de raconter des histoires. Et voilà, c'est un peu le sous dans ma tête, donc je vais essayer de poser une brique ou l'autre, et puis on voit si ça clique quelque part. Un des points de départ de cette réflexion, c'est... et surtout, vous m'arrêtez quand je commence à être trop de conneries. Un des points de départ de cette réflexion, c'est la théorie de Serge Lehmann, qui est pas lui, hein, mais qui développe régulièrement sur le fait que la différence entre un récit de science-fiction et un récit de littérature dite générale, c'est un principe de réification de la métaphore. C'est-à-dire, en gros, sur le voyage temporel, je vais expliquer, pardon. Et sur le voyage dans le temps, il cite ces deux exemples, qui est un exemple d'ailleurs partiellement faux, mais qui est assez intéressant, c'est que sont presque strictement contemporains, La machine à explorer le temps de Wells et À la recherche du temps perdu de Proust. Et il postule de façon assez intéressante que c'est deux livres qui parlent exactement de la même chose et qui utilisent des moyens totalement différents pour y arriver. C'est-à-dire que Proust va utiliser un rapport réaliste, psychologisant, mémoriel, pour faire ce travail de quel rapport intime nous avons au temps, alors que Wells va postuler le fait que le temps, il va réifier le temps, il va transformer cette notion abstraite en quelque chose de concret, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut évoluer, et il va envoyer un personnage dans le temps. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant dans le paradoxe temporel, donc c'est-à-dire ce qui surgit à partir du moment où on envoie quelqu'un dans le temps, dans une histoire, c'est que surgit immédiatement le paradoxe. Et donc, c'est un peu comme si, parce que pour faire le voyage temporel, on envoie quelqu'un. C'est-à-dire que non seulement on a inventé le temps comme un lieu, mais en plus on a envoyé un témoin. Et c'est à partir du moment où le témoin est dans ce lieu que ça fout le boxon, c'est-à-dire que le rapport entre le regard et l'univers devient infiniment problématique. Et donc du coup, il y a un truc assez intéressant de la SF à ce propos-là, c'est-à-dire que c'est un véritable passage à l'acte. C'est-à-dire, on n'est pas en train de, on n'est pas dans la métaphore, on n'est pas en train d'essayer de résoudre un problème qu'essaye de résoudre Proust. On construit un objet et on utilise un objet qui a une raison d'être métaphorique, et ensuite on utilise la logique pour essayer d'en faire le tour. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les deux paradoxes qui naissent immédiatement, les deux premiers paradoxes qui sont exploités littérairement, qui naissent de ça, s'appellent respectivement le paradoxe du grand-père et le paradoxe de l'écrivain, qui est donc le paradoxe qu'a décrit mon voisin, c'est-à-dire donc le paradoxe du grand-père, c'est si le voyageur dans le temps tue son propre grand-père, comment peut-il exister? Donc c'est une conséquence qui annule sa cause.
Et le paradoxe de l'écrivain, c'est le moment où la cause et la conséquence deviennent totalement indistinctes, et donc l'apparition de ce livre n'a plus de cause, en fait. L'apparition. Ce qui me paraît intéressant, c'est que autant chez Proust que chez Wells, c'est que, à mon avis, le voyage dans le temps, en fait, la préoccupation du rapport qu'entretient la littérature et le temps est un des 2 ou 3 thèmes qui existent dans la littérature. En fait, c'est une des questions que pose la littérature par rapport au langage textuel, c'est-à-dire que peut cet objet qui disjoint le moment de la parole, le moment de la production du langage, de son moment et de son lieu de production. Voilà. C'est un truc qui traverse continuellement l'histoire de la littérature, et c'est assez intéressant qu'à ce moment-là précis de l'histoire, on commence à se poser cette question. Après, il me semble, et je vais arrêter là pour le moment, il me semble que la façon dont le paradoxe temporel est utilisé dans les histoires en dit extrêmement long sur la façon dont les auteurs considèrent leur propre travail. En fait. Donc il y a un rapport politique, c'est-à-dire l'utilisation du paradoxe temporel et les conclusions qui en sont tirées, enfin comment la narration s'agence par rapport à ça, dit quelque chose sur le rapport de l'auteur à son univers, mais dit aussi beaucoup sur le rapport de l'auteur à sa propre création. Et j'arrive, je mets un suspense. Juste une petite précision, une phrase, c'est que les 2 paradoxes en question, ils ont des solutions non paradoxales en physique. Hein. C'est juste... Non, pardon. Mais ce qui m'intéressait de pointer, c'était qu'il s'appelle justement le paradoxe de l'écrivain. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut imaginer 10 000 exemples dans lesquels la cause devient la conséquence, mais que le premier exemple, c'était, semble-t-il historique, c'est Asimov en 55 qui fait ça, et que immédiatement, à quoi pense un écrivain en fait quand il veut illustrer ce paradoxe, c'est j'ai écrit un livre que je n'ai pas écrit. C'est quand même assez, qui me paraît démontrer, ou en tout cas montrer le fait que l'écrivain n'est jamais absent à ce qu'il écrit, et que donc il est toujours aussi en train de parler de ce qu'il est en train de faire. Mais ça va dans ce sens. C'est-à-dire, la réponse de la physique, c'est qu'une situation comme ça n'est pas possible, et que finalement, tout livre doit vraiment avoir un auteur. Donc c'est rassurant. Et justement, pourquoi est-ce que toi tu utilises assez peu le voyage dans le temps en tant qu'écrivain? C'est ta position par rapport à... J'enchaîne sur la deuxième partie, alors ça va aller vite. C'est une question que je me suis posée en fait pour préparer cette rencontre, parce que... alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il m'apparaît... alors c'est peut-être très péremptoire, hein, et on peut en discuter, mais il m'apparaît en fait que le paradoxe temporel tient lieu pour la science-fiction, et à peu près l'équivalent pour la science-fiction de ce qu'est le whodunit pour le roman noir. C'est-à-dire, c'est une mécanique narrative. Donc le whodunit, c'est Agatha Christie, en fait. C'est la racine du roman noir, c'est-à-dire c'est des récits dans lesquels presque la seule chose qui compte, c'est la mécanique de récit. C'est-à-dire comment on délivre les informations au lecteur, comment le lecteur est incapable de trouver le coupable, mais comment, quand on lui dit qui est le coupable, il s'avère qu'il avait toutes les informations à sa disposition. Donc en gros, c'est un travail extrêmement complexe et abstrait de mécanique narrative. Voilà. Et il me semble que le voyage dans le temps, c'est exactement ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a pas mal de films fauchés de SF qui utilisent parce que c'est un système extrêmement écrit, extrêmement narratif, qui demande peu de moyens, et par contre qui travaille sur quelque chose de l'ordre de la compétition qui est menée avec le spectateur ou avec le lecteur. C'est-à-dire, on lui donne des éléments, et en fait, en gros, le lecteur est toujours en train de cavaler dans sa tête pour essayer de comprendre où ça va craquer, en fait, où la construction ne tient pas, etc. Donc, première raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que j'en suis parfaitement incapable. Enfin, que c'est extrêmement difficile, techniquement, narrativement, c'est extrêmement difficile. La deuxième raison, c'est qu'il me semble que dans ce que j'ai vu, les façons de résoudre cette question de la tension qui existe entre le voyageur temporel et l'univers sont toujours extrêmement tranchées. Enfin, à partir du moment où se pose la question du paradoxe temporel, on est dans une relation binaire dans laquelle le voyageur est confronté à l'univers et l'univers au voyageur. Une des solutions qui est possible, c'est le multivers, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de paradoxe, parce qu'à chaque fois que la personne qui est revenue dans le passé fait un choix qui est autre que celui de la première course du temps, un univers se crée, un univers qui dérive se crée. Donc à chaque fois qu'il y a une porte droite-gauche, en fait, il y a deux univers qui se créent, etc. Donc ça c'est une des possibles. Et l'autre possible, qui est beaucoup plus communément admis, c'est soit la résilience de l'univers, donc le fait qu'on ne peut pas aller à l'encontre, soit le fait que c'est pris en charge soit par le voyageur, c'est-à-dire qu'il a l'injonction de ne pas le faire, sinon l'univers se brise, ça c'est retour vers le futur, ou alors il y a aussi la structure où ça devient carrément social, c'est-à-dire qu'il y a des voyageurs dans le temps, une organisation de voyageurs dans le temps, qui a pour charge de réparer tous les accros, etc. Mais donc du coup ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, on a une espèce de pouvoir absolu
de l'environnement sur la personne, ou du pouvoir absolu de la personne sur son environnement. Et je pense... voilà. Pardon. Et donc, il me semble que ces deux postures aussi disent des choses sur les gens qui les utilisent, sur les écrivains qui les utilisent. C'est-à-dire que dans un cas, on voit très bien l'écrivain qui est face à son univers et qui va laisser son univers partir dans n'importe quelle direction, qui est donc le multivers, en fait. C'est qu'il se préoccupe assez peu du fait qu'il y ait une ligne, et il va écrire son histoire, et le multivers va trier, et en fait, ça n'a aucune importance. Et l'écrivain qui va tenir son personnage dans la ligne, et qui est une des autres façons d'écrire des livres, en fait. C'est où on sait ce qu'on veut que le personnage fasse, et là, voilà, ça c'est la fin de la parenthèse métalectique. Et donc, la raison pour laquelle je pense à ce stade que je ne fais pas ça, c'est que j'y crois pas. Voilà. C'est que je crois pas qu'il y ait une frontière entre les individus et l'univers. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette question du paradoxe temporel, c'est plus dans quelle mesure les histoires individuelles, donc les récits qui nous constituent, interagissent avec les histoires communes, donc notre culture, et les autres histoires et les mythes, etc., et comment eux-mêmes interagissent avec l'histoire, avec le grand H que l'on connaît, qui est donc la façon dont on constitue l'histoire. Voilà. Et donc pour moi, là, les endroits où je travaille, c'est beaucoup plus ça, c'est comment les événements historiques impactent les individus, qui impactent les événements historiques, etc., voilà. Ce qui me paraît plus intéressant, mais c'est peut-être aussi parce que c'est plus facile. On y reviendra. Deux questions. Je voudrais qu'on parle des multivers en physique. Et puis, dans ce que dit Léo, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit finalement, l'écrivain qui bosse sur le paradoxe temporel travaille aussi un petit peu pour lui, enfin, tout du moins, s'interroge lui-même. Est-ce que sur ces questions de voyage dans le temps, en physique, il n'y a pas aussi une interrogation plus large sur l'humain ? Est-ce qu'on peut appliquer la même définition aux physiciens qui bosseraient sur le voyage dans le temps, qui finalement s'interrogent aussi un petit peu bien? Bon, il y a deux questions. Effectivement, quand on regarde ce que dit la physique sur le voyage dans le temps, comme je l'ai dit, il n'y a aucun paradoxe, sauf le paradoxe qui serait lié à notre libre arbitre. C'est-à-dire que la seule chose qui peut paraître étonnante, c'est qu'effectivement, mon futur, d'une certaine manière, est écrit, je ne peux pas le changer. Donc, finalement, je voudrais, donc, par exemple, ne pas me marier, je suis obligé de me marier parce que c'est écrit dans mon passé, qui est mon futur. Qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui m'oblige à me marier? Alors, évidemment, c'est une question qui est difficile. S'il y a quelque chose qui m'empêche, ça semble vouloir dire que je n'ai pas de libre arbitre. Alors, j'en ai discuté avec des philosophes, et je leur ai posé cette question. Ils me disent, mais nous, les philosophes, on sait depuis longtemps que le libre arbitre, c'est une complète illusion, que ça n'existe pas. Bon, c'est une réponse possible. Une autre donnée du problème, c'est que comme la situation est un peu compliquée, les physiciens se sont dit, on va essayer d'imaginer une situation un peu plus simple, et ils ont fait un modèle dans ce cas-là qui est beaucoup plus précis, qui obéit à une solution de la relativité, où on imagine une boule de billard, et on va faire effectuer à cette boule de billard un voyage temporel, et on va dire, en sortant de ce voyage temporel, la boule revient et se cogne elle-même. Et la version du paradoxe, c'est elle se cogne elle-même pour s'empêcher de subir un voyage temporel. Mais si elle ne subit pas le voyage temporel, elle ne revient pas se cogner, donc il n'y a pas de paradoxe. Enfin, voilà, c'est un paradoxe qui est un peu semblable à celui du grand-père, sauf qu'au lieu de concerner un humain, ça concerne une boule de billard qui n'a pas de libre arbitre, donc c'est plus facile à résoudre. Eh bien, tous les calculs ont montré que, effectivement, la boule, elle suit le voyage temporel, elle revient, elle se cogne elle-même, c'est possible, mais c'est justement ce choc qui va l'envoyer suivre le voyage temporel. Donc, il y a une cohérence dans les lois de la physique qui fait que tout se passe bien. Et c'est en extrapolant cette cohérence que l'on dit, s'il y a voyage temporel avec un humain, eh bien, ça doit se passer bien aussi, sauf que, quelle est la loi qui va me forcer à me marier dans l'exemple que j'ai pris? Ça, évidemment, on n'en sait rien. Moi, j'ai proposé une autre solution, qui est que si on regarde les équations de la relativité générale, alors là, ça devient un petit peu technique, on s'aperçoit, comme je l'ai dit, qu'il n'y a rien qui interdit le voyage temporel, disons, au niveau d'une particule. Mais si on voulait imaginer le voyage temporel concernant un être humain ou même un objet suffisamment organisé, on s'aperçoit que là, c'est beaucoup plus problématique, parce que si je me demande ce que je suis moi, ben, je suis en fait un assemblage d'atomes, de molécules, de particules élémentaires qui ont chacune leur ligne d'univers.
Si on se trouve dans la situation, qui est quand même une situation complexe, qui autorise le voyage temporel, eh bien on s'aperçoit qu'il y a de bonnes chances pour que cette même situation va disjoindre mes lignes d'univers, va détruire la cohérence entre les atomes, les molécules qui me composent, et qui donc va me détruire. Ce qui veut dire que même si le voyage temporel est tout à fait possible au niveau d'un atome, d'une molécule, d'une particule élémentaire, il devient impossible dès qu'on a affaire à un objet structuré. Enfin, il est possible, mais il détruit complètement la structure. Et objet structuré, ça veut dire, entre autres, un objet qui a de la mémoire, un objet qui peut avoir une conscience, une volonté, etc. Donc, en réaction avec la conjecture temporelle de Hawking, qui me paraît un peu trop forte, je propose une sorte de conjecture affaiblie, qui n'est pas démontrée, bien sûr, mais pour laquelle il y a des arguments, qui est de dire le voyage temporel est tout à fait possible pour une particule élémentaire, peut-être un atome, peut-être une molécule, mais il est impossible pour un système physique qui serait suffisamment organisé, et a fortiori pour un être humain, et dans ce cas-là, le problème du libre arbitre ne se pose plus. Et alors sur la question du physicien qui interroge sa propre humanité sur le voyage dans le temps, comme l'auteur qui interroge un peu son auteur. Là, honnêtement, il faudrait que je réfléchisse plus. D'accord. Sur le multivers, Pas de commentaire. sur le multivers peut-être. Bon, alors, If you could make a particle travel, you could use that to send information. Si, With the- si vous pouviez faire voyager une particule, on pourrait sûrement transmettre de l'information. certainly, yes. Oui, c'est la version au niveau de la particule du petit message qu'à 40 ans, je fais passer à ma version de 20 ans. On peut imaginer que ça sera un message beaucoup plus succinct, mais qui est porté peut-être pas par une particule, parce que même une particule qui peut avoir un spin en haut ou en bas qui va représenter de l'information, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, ça ne viole en rien les équations de la relativité, parce que malgré les apparences, cette information qui me viendrait du futur n'aurait jamais voyagé plus vite que la lumière. Et ce qui est absolument fondamental à comprendre, c'est que, je l'ai dit et répété que le temps n'existait pas, je ne vais pas le répéter encore, mais ce qui existe et qui est toujours préservé, c'est la causalité. C'est-à-dire que même dans les situations les plus bizarres où on a voyage dans le temps, ce qu'on appelle la causalité est préservé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une cause qui engendre des effets. Ce qui peut se passer dans ces situations particulières, c'est que une cause et un effet, en même temps, l'effet peut être aussi la cause de ce qu'on appelle la cause. Il peut y avoir une situation symétrique, qui n'existe pas du tout, évidemment, dans les situations ordinaires, mais c'est tout à fait possible, ça ne viole en rien, encore une fois, la relativité. Vas-y. Là, je ne vais pas apporter une information, je vais poser une question à Marc, parce que une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Il n'est pas possible d'imaginer comment dirais-je, un paradoxe du grand-père avec une seule particule, dont le simple fait de la faire passer, changer de polarité par exemple, pourrait faire en sorte que dans la milliseconde précédente, ça détruise l'appareil qui a servi à l'envoyer. Non, non, je ne pense pas, parce que il y a deux, en fait, bon, là j'ai été un peu vite, mais il y a deux situations envisageables pour une particule. Soit la particule décrit une boucle complètement fermée, qu'elle va décrire une infinité de fois sans arrêt, c'est-à-dire une boucle qui a une durée finie, mais comme elle les décrit indéfiniment, elle va vivre une durée infinie sur cette boucle. Donc ça, c'est une possibilité. Et dans ce cas-là, ce que dit la relativité, c'est que chaque fois qu'elle repasse au même endroit de l'espace-temps, elle est strictement dans le même état. C'est-à-dire, si elle doit avoir son spin en haut, elle a toujours son spin en haut. Si à un moment donné, le spin est venu en bas parce qu'il y a eu une interaction, il faut qu'il y ait eu une deuxième interaction qui remette le spin en haut. C'est une question de cohérence. La deuxième possibilité, c'est que la particule décrive une ligne et qu'elle revienne dans son passé, pas à la position où elle était, mais à côté. C'est-à-dire que, mais à ce moment-là, comme je l'ai dit, on verra deux particules, et on n'a absolument aucun moyen de savoir que ce qu'on voit comme deux particules sont deux versions de la même particule à des âges différents de sa vie. Et en fait, il y a tellement peu de moyens de le savoir que du point de vue de la physique, on se demande même si ça a un sens de dire que c'est deux particules ou une particule différente, ou deux particules différentes ou la même particule. À tel point que, vous savez qu'en physique, il existe ce qu'on appelle de l'antimatière. Par exemple, il y a des électrons et des anti-électrons.
Et quand on observe un anti-électron, en fait, ça avait été remarqué par le physicien Feynman, tout se passe comme si c'était un électron qui remontait le temps. Et il se trouve que, de temps en temps, on a un électron qui rencontre un anti-électron, il s'annihile et il donne des photons. Eh bien, ce que dit Feynman, c'est qu'on pourrait dire, voilà, l'électron va jusque-là, à ce moment-là, il lui arrive quelque chose qui va faire qu'il va remonter dans le temps. Donc l'électron remonte dans le temps et on le voit comme un anti-électron qui va dans le sens normal du temps, etc. Donc, et finalement, selon Feynman, il disait, il n'y a peut-être qu'un électron dans l'univers, seulement on le voit tantôt comme un électron, un positron, etc. Et tout ça est cohérent, c'est une interprétation un peu bizarre, mais si on est prêt à accepter que... Parce que, si vous voulez, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, moi je sais que je vis du passé vers le futur. Comment je le sais? Parce que j'ai la mémoire du passé. Parce que je me souviens de ce que j'ai fait hier, je ne me souviens pas de ce que je vais faire demain. Donc voilà pour moi la grande distinction entre le passé et le futur. Mais une particule, elle n'a pas de mémoire. Donc la particule, elle ne sait pas ce qu'elle a fait hier, et elle ne sait pas non plus ce qu'elle va faire demain. Donc pour elle, il n'y a pas de différence entre le passé et le futur. Et donc, dire d'une particule qu'elle s'écoule du passé vers le futur comme nous, ou qu'elle s'écoule du futur dans le passé, ça ne change rien. Il n'y a aucune information. Et donc, si vous avez envie de dire les particules élémentaires, elles s'écoulent du futur dans le passé, il n'y a rien qui puisse vous dire que vous avez tort. Ce qui veut dire que ces notions qui sont un peu intuitives et tout, finalement, elles n'ont pas vraiment de sens en physique. Et tout ça, c'est encore une manière de dire que le temps, c'est pas quelque chose de bien défini. Mais bon, voilà, on emploie souvent des expressions auxquelles on ne réfléchit pas. Et bon, par exemple, alors je pourrais parler multivers aussi, mais je monopolise trop la parole. Vous allez voir, on va en reparler. Je vais faire ce qu'il faut pour... je voudrais parler d'un autre voyage dans le temps, c'est l'Uchronie. Là, pour le coup, c'est pas tout à fait un voyage sur un temps linéaire, puisqu'on change l'histoire telle qu'on la connaît. Et on a deux exemples avec nos deux auteurs. Je voudrais d'abord parler de Joe Walton et de Feathering. Je l'ai bien dit. Feathering. On va pas le lire. Il y a un diptyque qu'on peut lire en français. Il y a un point de divergence pendant la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être que Joe Walton peut nous présenter justement cet univers et comment est-ce qu'elle l'a imaginé. Alternate history, Uchrony generally has rules, and people have been writing this for a long time. And the idea is that there's one change point, and everything spreads out from that one change point. And in Farthing, in that universe, the one change point is that in May of 1941, Britain accepted Hitler's peace offer, which he actually made 3 times in reality, once through Sweden, once through the Pope, and then the 3rd time was the Hess mission. And in that universe, the Hess mission works, and Britain and the Third Reich have let's call it a draw peace in May of 1941, and thereafter everything happens differently from the way that it happens in this world. But up to that point, everything was exactly the same. And that's what I did in those books, and that's also what people generally do with alternate history. There are other interesting ways of doing that, but it's generally considered to be cheating if you have things happen the same that wouldn't happen the same. So, for instance, in that universe, the 3rd book of that universe, which is not yet out in French, John Lennon appears briefly. It's 1960, and he appears briefly. But I couldn't have Paul McCartney, because Paul McCartney would never have been born in that universe, because John Lennon was born before May of 1941, and Paul McCartney was born afterwards. So he wouldn't have been conceived because his parents wouldn't have had sex on the same day or the same instant. The same chromosomes would not have come together to make Paul McCartney, in my opinion.
But sometimes you get alternate history that cheats. And so there'll be a change point with Charlemagne, but there'll still be Winston Churchill and Hitler and de Gaulle. And like, how? No. that doesn't work for me at all. Donc l'Uchronie a des règles, ça fait longtemps qu'on en écrit, et la plupart des Uchronies se basent sur un point de divergence, et après toutes les possibilités, tout le futur, le nouveau futur, se déroule à propos et s'étend à propos de ce point de changement en particulier. Donc dans le cycle de Farding, donc, le premier volume de la trilogie de Farding et après, mon point de divergence, c'est mai 1941, quand l'Angleterre accepte, enfin le Royaume-Uni accepte le traité de paix proposé par Hitler. Donc dans la vraie vie, il y a eu trois propositions de paix par l'Allemagne, et elles ont toutes été refusées. Alors du coup j'ai fait un petit peu ce que les gens faisaient en général, donc avoir un point de divergence. Mais il y a également des façons de tricher, c'est-à-dire de changer d'autres choses, donc de changer des choses qui n'auraient pas dû être, donc de décrire des choses qui n'auraient pas dû être. Donc dans le troisième livre, par exemple, qui n'est pas encore sorti en français, John Lennon apparaît en 1960. Et du coup, je ne pouvais pas faire apparaître Paul McCartney parce que, en fait, John Lennon a été conçu avant 1941. Et Paul McCartney, lui, a été conçu après 1941. Alors peut-être que ses parents n'auraient pas fait l'amour le même soir, peut-être que les chromosomes qui se seraient rencontrés n'auraient pas été les mêmes. Donc on a vraiment tout un jeu, et du coup il y a des choses que je pouvais changer, des choses que je ne pouvais pas changer, avec par exemple De Gaulle, Churchill, Charlemagne, tout ça. To answer the other question of how I thought of this, I practically never read any history without thinking, well, what if it hadn't gone that way? And it seems to me that when you look at history, there are some things that always would have happened, but there's not very many of them. And there's a lot of things that are very unlikely and that did happen, and that are just very, very implausible. They're not what you would bet would happen. They're not the kind of thing that people do. So you get things that do sort of repeat because they're the kinds of things that people do. You know, kings marry princesses and they have babies, and it probably doesn't matter very much which princesses mostly. And it's only if they don't have babies that you've really got a problem starting to come along. That's the kind of thing that happens historically. But the situation with Henry VIII and Catherine of Aragon was not that Henry VIII wanted a divorce because he wanted a son. That's the kind of thing that happens. The kind of thing that doesn't happen is that the Queen is the sister of the Emperor, and the Emperor happens to have captured the Pope, so you can't have a divorce. That's not a normal kind of thing. That's a one-off, unusual thing. That's implausible, but that's what did happen. So when I look at history, I see these things that are very implausible. And another very interesting one is the Renaissance. The Italian Renaissance, essentially humanism. It's like there's a bunch of geeks standing in a room full of heavily armed men, and they say, no, honour is not that. Honour is being able to speak Latin. And the heavily armed men go, oh, right, well, okay, we'll learn Latin then. How can that even happen? That's not the kind of thing that happens, and it's so awesome that it did happen, and the whole modern world comes out of that. But really super implausible. Donc je lis pas d'histoire sans penser et si ça s'était passé différemment. Et du coup je me dis en lisant des livres d'histoire que beaucoup des choses qui sont arrivées dans l'histoire sont complètement impossibles à croire. On peut pas y croire, elles sont vraiment pas plausibles. Et il y a des choses qui se répètent et qui sont toujours aussi improbables. Du coup, par exemple, les rois et les princesses, ils se marient, ça fait des bébés, ça on le sait tous. Et en fait, on s'en fiche de quel roi, quelle princesse. C'est s'il n'y a pas de bébé qu'il y a un problème. Et du coup, par exemple, il y a une anecdote assez particulière avec Henri VIII et Catherine d'Aragon.
Alors, ils n'ont pas voulu divorcer, enfin, ils ont voulu divorcer parce qu'il n'y avait pas de fils. Bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais par contre, ils n'ont pas pu divorcer, et ça, c'est un peu plus improbable. C'est parce que la reine, Catherine d'Aragon, c'était la sœur de l'empereur qui avait capturé le pape. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus improbable. De la même manière, il y a une anecdote de la Renaissance, des humanistes. Donc, il faut s'imaginer une bande de geeks dans leur coin, et puis ils sont dans une pièce avec des gens en armes. Ils leur disent non, mais l'honneur, c'est pas porter une arme, c'est parler latin. Et les hommes en armes qui disent ah oui, d'accord. C'est vraiment complètement improbable. Ouais, allez-y, puis juste c'est marrant parce que Léo a aussi pas mal une nouvelle sur les Beatles, que vous pourrez lire. C'est Paul McCartney qui m'a vraiment... voilà. Simplement, un petit mot, et puis pour finir, parce qu'on arrive à la fin, je voudrais juste qu'on évoque en 2 secondes la possibilité des univers parallèles scandinaves physiques. Allez-y, vous avez vu, j'ai fait la Je voulais répondre à l'improbable. Bien sûr, allez-y. Non, juste une petite réponse. Que tout ce qui arrive dans la vie est improbable. Et même, on pourrait quasiment dire, tout ce qui arrive dans la vie a une probabilité quasiment nulle. Par exemple, si on m'avait dit hier, quelle est la probabilité que je sois assis aujourd'hui à la même table qu'une femme écrivain qui a un chapeau violet, j'aurais dit la probabilité est nulle. Et pourtant, je pense que chacun de nous a décidé depuis longtemps de venir ici, et c'était donc inéluctable, c'était donc quelque chose qui est forcé. Donc je crois que c'est pas parce qu'un événement est improbable, ou paraît improbable, qu'il aurait pu se passer autrement. Et finalement, c'est un lien avec les multivers, mais bon, c'est un sujet qui est très vaste. Peut-être que comme il y a un débat demain, il faudrait peut-être le détailler demain, parce que sinon, je vais être le seul à parler ici. Donc je crois que... En fait, Donc demain à 2h30, il y a un débat sur ce sujet, mais donc je préfère laisser la parole. Oui, je vais dire un mot sur les Beatles quand même, parce que du coup, il y a cette question du point de divergence. Et ce qui est assez remarquable, c'est que une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est que j'ai écrit cette nouvelle qui est une uchronie sur les Beatles, qui pour le coup est une véritable entre guillemets uchronie. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, voilà, on s'y retrouve en fait. C'est aussi les points sur lesquels on a des uchronies sont pas totalement tirés au hasard, ils sont pas totalement abstraits. Après, voilà, ce que j'ai fait, je pense rétrospectivement, alors je vous pitch très rapidement la nouvelle, en fait, c'est Paul McCartney qui donc meurt dans son accident de mobilette sur l'autoroute pendant l'enregistrement de Sgt Pepper, donc qui a réellement lieu. Et c'est à partir de là que vient la théorie du complot que Paul est mort. Et donc là par contre les Beatles n'ont plus de bassiste et ils décident de recruter à ce moment-là Lemmy Kilmister, qui est donc le roadie à ce moment-là de Jimi Hendrix, qui n'a pas encore fondé Motorhead, et qui donc devient de fait le leader des Beatles et surtout empêche les Beatles de se séparer. Et donc en fait c'est une nouvelle sur l'histoire des Beatles de ce moment-là jusqu'à nos jours, puisque les Beatles tournent toujours à l'heure qu'il est. Ils sortent un album tous les 2 ans, et voilà, ils ont joué à la Coupe du Monde au Brésil, etc. Mais voilà, c'était assez remarquable. Et à un moment, John Lennon tire sur Mark Chapman à New York, et donc il va en prison parce qu'il a tué quelqu'un. Enfin bref. Mais du coup, ce qui est... Enfin voilà, c'était parti de cette idée de base, qui était une idée un peu sotte. Et ce que je trouve assez intéressant avec le fonctionnement de cette nouvelle, c'est que j'en ai beaucoup parlé pendant des années avec plein de gens. Et donc plein de gens m'ont donné des idées en fait. Ils ont dit ah oui, et puis il ferait un double album noir. Ah oui, et puis etc. Donc c'est une nouvelle qui a fonctionné par agrégation. C'est-à-dire qu'il y a plein des idées qui sont dedans qui sont absolument pas de moi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est pourquoi est-ce que c'est cette histoire particulière qui fait que les gens... pourquoi c'est cette histoire particulière qui fonctionne. Et qu'est-ce que ça dit aussi sur notre rapport voilà, qu'est-ce que ça fait des Beatles en fait? Qu'est-ce que ça dit sur notre rapport à tous aux Beatles pour qu'on trouve ça vraiment marrant de démonter les Beatles, de mettre un truc totalement hétérogène à l'intérieur et voilà, d'où vient ce plaisir-là? Et puis pendant toute la nouvelle, en fait c'est une longue interview de John Lennon de nos jours, et pendant toute la nouvelle, John Lennon explique que de toute façon ça n'aurait pas pu se passer autrement, puisque dans la nouvelle il y a un jeune réalisateur qui a fait une série télé dans laquelle il raconte l'histoire alternative des Beatles, qui évidemment est notre histoire. Et donc on lui présente ça à John Lennon, et John Lennon fait mais ça c'est de la merde, ça c'est des jeux d'esprit, ça sert à rien. De toute façon ça ne se serait pas passé autrement, voilà, nous on savait la musique. Voilà, donc du coup, peut-être que
Je ne sais pas. Mais peut-être c'est toujours cette idée que ceux dont on parle aussi de quelque chose de plus vaste. Et pourquoi est-ce que, quand on écrit une uchronie, on a envie de parler des Beatles? Pourquoi est-ce qu'on a envie de parler de la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi on a envie de parler de la découverte de l'Amérique? Pourquoi est-ce que c'est toujours ces événements qui reviennent alors que ça pourrait être tout autre chose? Ça en dit beaucoup plus long sur le rapport des écrivains et de notre rapport culturel à tous, à ce qu'est notre histoire, tout ce qui nous a amené ici. Pas de chronique sur Michel Sardou pour l'instant. Merci à tous, on arrive à la fin de cette table ronde, quand tu reviendras, quand tu l'écriras. Je vous propose qu'il est quand même 18h30. Si vous avez des questions, de venir les poser en direct. Et puis on va remercier tous nos intervenants et vous les retrouver en dédicace. Merci beaucoup.